tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bonjour à tous, c'est Electron Libre et ce soir je vais partir cette fois-ci en C0 au travail. Donc on va faire exactement le même trajet qu'avec la Smart, ça va être une vidéo un peu similaire, sauf que cette fois-ci on part avec une voiture électrique qui a 9 ans. Et Grégory, c'est ta voiture, elle a combien de kilomètres? Je dirais entre 75 000 et 80 000, je sais plus. Ouais, on regardera, mais je crois qu'elle a dans les 80 000. Donc ce soir, il fait très froid. On peut voir que le pare-brise de la Tesla est givré, regardez. Là, Ah oui. oui, ça givre. Donc, sur la C0 qui est ici, c'est pareil, hein, ça givre. Voilà. La petite Smart qui commence à givrer aussi. Ouais, c'est vrai, Ouais. Donc tu t'es servi de la voiture aujourd'hui, tu l'as branchée en rentrant de l'école. Et là, je pars travailler à l'Alplein. Donc une voiture électrique, hein, quand on la branche en rentrant, on peut l'utiliser même le soir. On peut s'en servir toute la journée. Voilà. Malgré la petite batterie de cette C0, puisque sur les C0, il y a deux sortes de batteries. Celle-ci est de 2011, donc elle a la batterie de 16,5 kWh. Et sur les modèles 2012-2013, c'est 14,5 kWh qu'il faut savoir qu'on a sur cette voiture. Voilà. Donc, l'autonomie en hiver, c'est pas grand-chose là-dessus. Hein. C'est 60-70 km. J'en ai 50 pour faire l'aller-retour, donc ça va être un peu juste. Mais j'ai prévu d'emmener le câble de recharge au cas où, parce que à mon travail, j'ai une prise de dépannage si vraiment j'avais besoin. Je pense pas en avoir besoin, mais on va quand même essayer, surtout qu'on va mettre le chauffage. On va rouler dans les mêmes conditions qu'avec la Smart. Il fait la même température, environ 2-3 degrés, pas plus. Et on va rouler avec le chauffage. Il va falloir dégivrer le pare-brise, ça va bouffer de l'autonomie. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est le faire avec la voiture branchée et attendre que ça dégivre. Mais là, on va le faire vraiment dans les mêmes conditions que la Smart. Voilà. Et vous allez voir que c'est pas la même chose avec la C0 qu'avec la Smart. Allez, à tout de suite, on installe le matos et je m'en vais. Bon, et bien c'est parti. Alors, l'éclairage, forcément, il fait nuit. Hein. Va falloir faire avec. On va donc mettre le chauffage sur 2. On va mettre pour l'instant sur le pare-brise et on va mettre en auto. Voilà. Alors vous allez voir que le dégivrage n'est pas aussi efficace que sur la Smart. Je vais allumer ça qu'on me voit. Voilà. Et donc il est 9h. Et on est parti pour un périple de 50 km. La voiture m'annonce 47 km d'autonomie avec le chauffage. Si je l'éteins, elle m'annonce 56. Vous voyez que ça bouffe beaucoup. Hein. Donc on va mettre juste ce qu'il faut. Et allez, on décolle. J'ai le même problème que l'autre fois. Du micro, j'espère que ça va pas trop se balader. Voilà. Enfin, ça devrait pas gêner pour la vidéo. Ça fait longtemps que je me suis pas servi de cette voiture. C'est Greg qui s'en sert. Il faut que je me réhabitue. Alors, le dégivrage arrière là-dessus, c'est où? C'est là, voilà. Normalement, ça doit dégivrer également les rétroviseurs. Allez, on est parti. Alors là, je vois rien du tout au travers du pare-brise. On va faire push max. Là, c'est une horreur absolue pour voir la route. Ce que je vais faire, c'est que je vais me garer un peu le temps qu'on voit quelque chose, hein, parce que là, vous voyez, c'est pas du tout la même chose qu'avec la Smart. Avec la Smart, en 10 secondes, j'avais du chauffage. Le pare-brise s'est dégivré très vite. Et sur la C0, on bouffe déjà beaucoup d'énergie rien que pour chauffer l'habitacle et dégivrer le pare-brise. Là, elle m'annonce 38 km d'autonomie.
C'est chaud quand même. Hein. Ouais. J'attends un petit peu. Et quand j'y verrai plus clair, ils ont suffisamment pour rouler en toute sécurité. Je pense que ça devrait pas être mal. Allez, c'est parti. Alors, il faut savoir que le compteur d'autonomie est très pessimiste et se base sur la manière dont a été conduite la voiture auparavant. Et donc, quand Grégory la prend, il a le pied lourd. Il fait beaucoup de villes et des accélérations. Donc, il consomme à mort. Et évidemment, les statistiques de la voiture s'en ressentent. Voilà. Moi, je vais rouler normal. Pas éco-conduite, mais pas sportive non plus. Hein. Je vais rouler à peu près comme on doit rouler. Et on va voir ce qui se passe. Donc cette C0, nous l'avons achetée il y a 2 ans. Elle avait 68 000 km. Aujourd'hui, elle a 79 680 km. C'est une voiture qui est de 2011, c'est ma troisième, ma deuxième C0 plus Union, donc ma troisième des triplettes. Voilà, donc la première, on l'avait revendue pour acheter la Smart électrique, que j'ai toujours. C'était donc une C0. La Peugeot Ion, on l'a revendue suite à un problème qu'on avait avec. Elle avait un problème de recharge. Et donc j'ai un ami qui me l'a racheté pour l'emmener en Hongrie, et là-bas ils l'ont réparé en fait. Elle se rechargeait très bien sur du CHAdeMO, mais à la maison sur le chargeur, et avec n'importe quel autre chargeur que je pouvais essayer, la charge s'interrompait inopinément, des fois au bout de 5 minutes, des fois au bout de 2 heures. Donc on ne pouvait pas l'utiliser correctement, puisque on ne savait pas si elle allait se recharger suffisamment. Donc lui, il s'est proposé de me la racheter et de s'en occuper. C'est ce qu'on a fait, on lui a revendu. On va enlever le push mask, là, ça fait énormément de bruit. Voilà. Et il l'a réparé là-bas. Il en a profité aussi pour réparer la batterie qui avait des cellules défectueuses. Et donc la réparation lui a coûté 500 €. Donc il faut savoir qu'une batterie de Peugeot Ion ou C0, ça se répare. Hein. C'est pas la peine de la changer. Quand elle a plus assez d'autonomie, on peut changer que les cellules, mais c'est pas n'importe qui le fait. Voilà, en Hongrie, il a quelqu'un qui fait ça, donc ça lui a pas coûté très cher. Voilà, et puis il a revendu la voiture là-bas puisqu'il l'avait acheté que pour ça. Et donc on a racheté cette voiture-là il y a 2 ans pour la remplacer parce qu'on était quand même très content de cette voiture qui est quand même une voiture très pratique pour la ville, pour le quotidien. Au niveau autonomie, c'est vrai que c'est vraiment très juste. Hein. Même neuve, en hiver, quand on a eu la Peugeot Ion, elle avait 5000 km. En hiver, on faisait 80 bornes, hein, pas plus. Hein. Et en été, le mieux que j'avais pu faire avec, c'était 130 km, quoi. Après, si on n'utilise pas le chauffage, on va plus loin. Mais moi, j'aime bien avoir mon confort. Si j'ai une voiture, c'est pour être au chaud. Sinon, je prendrais la moto, hein, où j'aurais gardé mon Twizy. Donc, je mets le chauffage. Je le mets pas à fond. Je le mets juste pour être bien. Et puis, voilà. Mais effectivement, sur la C0, le chauffage est très gourmand en autonomie. Ça bouffe énormément. Dès qu'on met pas le chauffage, on a pratiquement le double d'autonomie avec cette voiture-là. Donc c'est quand même pas rien. Voilà. Pour en revenir un petit peu aux informations que je vous avais données dans la vidéo de la Smart au sujet de la Tesla Model 3, si vous allez sur le site de Tesla, vous allez voir qu'il y a des Model 3 chinoises et des SR+ à 43 990 €. En fait, ces voitures-là sont affichées bonus déduit.
Et les autres, modèle 2021 à 50 990, sont affichés hors bonus. Donc effectivement, du coup, la différence n'est plus de 7 000 euros, mais de 7 000 moins le bonus de 3 000. Donc c'est une différence de 4 000 en vérité. Mais Tesla a une politique tarifaire un peu bizarre, ils n'arrêtent pas de changer leur prix. Et puis pourquoi afficher une bonus déduit et l'autre non, c'est à n'y rien comprendre, on est un peu perdu. Enfin voilà, donc l'écart, c'était pour un peu pour revenir là-dessus. L'écart est donc de 4 000 euros entre une 2021 et une 2020, ce qui permet quand même de faire pas mal de choses avec 4 000 euros. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cette petite parenthèse de la Model 3. Sinon, pour en revenir à la C0, donc c'est une voiture qui fait 65 chevaux, qui fait un 0 à 100, je crois, en 15 secondes, ce qui est très long. En revanche, ça indique ça sur le papier, mais moi, j'ai pas l'impression qu'elle soit si longue à monter à 100 en fait. Pour moi, c'est pas une foudre, mais c'est une voiture qui marche plutôt bien. Quand on surprend plus d'un au démarrage, en ville c'est parfait, le 0 à 50 il est top, hein, voilà. C'est là où elle tire son épingle du jeu. Et en vitesse de pointe, au compteur, ça monte à un peu plus de 130, entre 135 et 138 selon les modèles. Celle-ci, je l'ai déjà testée à 136, voilà. Donc il y a un autoroute, le A4 à Marne-la-Vallée qui est limité à 130, on peut tester un petit peu. Et elle y monte assez facilement en plus. Donc c'est plutôt pas mal du tout pour une citadine qui peut se permettre de s'échapper un petit peu en dehors de la ville. C'est une voiture idéale à la campagne également, puisque elle se recharge sur une simple prise secteur sans avoir besoin d'une installation particulière. Alors il faut faire attention quand même avec le modèle 2011, parce qu'elle est équipée du chargeur 16 ampères, le chargeur mobile qu'on appelle l'UMC, unité mobile de charge. C'est un chargeur 16 ampères et donc ce chargeur là ils ont arrêté de le commercialiser par la suite parce que il fait un peu trop surchauffer les prises, car c'est un chargeur qui n'est pas muni d'un capteur comme sur le chargeur de la Zoé par exemple, qui reconnaît la green up et qui va passer à 14 ampères quand il y a une green up et qui va rester à 10 ampères sur une prise normale. Là sur la C0, si vous avez le chargeur 16 ampères, décidément les feux ils ont envie de passer à l'orange quand j'arrive. Si vous avez donc le chargeur 16 ampères, et il restera à 16 ampères quelle que soit la prise que vous utilisez, et ça c'est un coup à faire cramer l'installation chez Mémé par exemple, hein. Donc voilà, faut faire attention. Moi chez moi j'ai un chargeur de Renault Fluence, un 10 ampères, et je m'en sers pour charger la C0. Non pas que j'ai pas une prise faite pour prendre du 16 ampères, mais tout simplement le chargeur fourni avec la C0 en 16 ampères fait 5 mètres et le chargeur de la Fluence fait 7 mètres. Et là où je gare la voiture, j'ai besoin de 7 mètres. Donc j'ai pas eu le choix en fait. Voilà. Mais comme je charge également la Smart et la Tesla, parfois les trois voitures en même temps, même des fois la Smart de mon épouse, des fois il y a 3 voitures qui chargent, c'est mieux d'avoir que du 10, de le laisser en 10. Voilà. Donc ça c'est une voiture, nous on s'en sert pour un peu tout. C'est-à-dire que mon fils s'en sert pour aller à l'école et pour aller travailler puisqu'il a un petit job d'étudiant le soir. Et nous on s'en sert pour aller faire les courses tout simplement parce que c'est une voiture qui a un très grand coffre. Quand on rabat les banquettes, on peut carrément y rentrer un four ou un lave-linge quoi. C'est vraiment impressionnant. Elle est petite par la taille, mais alors c'est incroyable ce qu'on peut mettre dans cette voiture. Donc voilà, elle nous sert essentiellement à ça. Exceptionnellement, comme aujourd'hui, je vais travailler avec, mais c'est très rare, puisque je kiffe ma Smart, donc je prends la Smart pour aller travailler tout simplement. La C0 est beaucoup moins fun à conduire que la Smart, malgré que ce soit une voiture qui soit quand même dynamique, hein, une voiture qui marche très bien, mais il n'y a pas ce côté fun qu'a la Smart. Voilà.
Donc prochainement, pour information, je vais faire un live. Alors je voulais faire le live des 20 000 abonnés, mais j'en suis qu'à 19 200 et quelques. Mobilisez-vous les gars, si vous voulez que je fasse le live des 20 000, parlez-en à vos amis qui s'abonnent. Hein. Je vais quand même faire un live parce que je vais pas attendre 107 ans d'avoir 20 000 abonnés. Je vais faire un petit live comme ça, histoire de vous parler un peu. Ce sera une FAQ, on sera en direct. Et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez sur n'importe quel sujet qui vous intéresse. Bien sûr, pas d'ordre privé, il ne faut pas exagérer non plus. Bien que je vais bientôt faire une vidéo où je vais un peu parler de mon passé d'automobiliste. Ça, ce sera intéressant parce que je vais vous parler un peu de comment je suis arrivé d'une Peugeot 104 Style Z de 1984 à une Tesla Model 3 de 2019. Comment j'en suis arrivé là, par quelles étapes je suis passé, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu passer d'un extrême à l'autre, et voilà, puisque moi ça fait depuis 1989 que j'ai mon permis de conduire et j'ai eu ma première voiture donc en juillet 1989, puisque je suis né au mois de juin, j'ai passé mon permis immédiatement et j'ai été travailler à l'usine pendant un mois pour me payer ma première voiture. Je me souviens d'ailleurs que mon salaire correspondait tout juste à l'achat de la voiture, j'avais tout claqué. Donc voilà, on parlera de tout ça dans une vidéo qui, je pense, pourrait vous intéresser. Alors comme vous pouvez le voir, j'espère que la caméra de droite que j'ai placée est bien orientée, parce que dans la Smart en fait j'ai un toit en verre, donc je peux fixer la caméra sur le toit, mais sur la C0 c'est un toit en métal avec un plafonnier en toile, donc je ne peux pas fixer ma caméra au même endroit que sur la Smart. Voilà. Vous pouvez voir que la C0 elle accélère quand même bien, hein. C'est une voiture qui marche plutôt bien, hein. En ville, elle tire vraiment bien son épingle du jeu. Et même sur les petites autoroutes urbains et périurbains, c'est nettement suffisant. Le principal défaut de la C0, c'est sa prise au vent en fait, parce que c'est une voiture qui est haute. C'est en limite un mini monospace, mais alors elle est légère et très fine. Elle n'est pas large. Ce qui fait que quand vous avez beaucoup de vent et qu'il y a des rafales, ou alors que vous faites doubler ou que vous doublez un camion, ça fait un appel d'air. Là, la voiture a tendance à bouger un peu. L'autre défaut, c'est un peu le même que la Smart. C'est une propulsion à moteur arrière, et donc il n'y a pas de poids sur le train avant, qui est équipé de pneus très fins. Du coup, elle a le même défaut de sous-virage. Donc dans les ronds-points, eh bien, si vous allez un peu vite et que c'est mouillé par terre, la voiture aura tendance à vouloir aller tout droit. Donc attention à la tenue de route. Si vous faites le cacou avec la voiture, c'est pas du tout fait pour. Elle a un comportement très sain en conduite pépère de monsieur tout le monde, conduite normale. Mais si vous commencez à la pousser dans ses retranchements, là, elle va vite vous montrer ses limites. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que pareil, elle est équipée de l'ABS, de l'ESP, l'anti-patinage débrayable. En plus, ça c'est bien, on peut l'enlever. Ce qui est très intéressant l'hiver quand vous voulez rentrer la voiture dans votre allée et qu'elle est enneigée, avec le SP elle resterait sur place. Quand vous l'enlevez, je peux vous dire d'expérience que grâce à ça, on arrive à rentrer la voiture assez facilement. Également, j'ai eu l'occasion, donc avec ma première C0, de la conduire vraiment sous la neige, où là on avait eu vraiment beaucoup de neige. Et bien sans avoir les pneus neige pourtant, là je les ai, hein, sur celle-ci ils sont montés, mais à l'époque je les avais pas sur l'autre. Et bien je voyais des voitures partir en travers, je voyais des voitures qui ne s'en sortaient pas, et moi avec ma petite C0 là, je roulais parce que les pneus sont fins, et c'est idéal sur la neige des pneus fins. Et bien elle passait partout quoi, et j'étais vraiment très très étonné. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai failli avoir un accident ce jour-là à cause d'un gars qui avait perdu le contrôle de sa ZX. Je me rappellerai toujours, il avait une ZX bleue, et le gars en fait il est parti en sucette et il a failli j'ai failli le taper en fait. Il est parti complètement en crabe, et quand j'ai freiné en fait l'ABS s'est déclenché et la voiture évidemment ne voulait pas s'arrêter. J'ai dû m'arrêter mais vraiment
à 2 cm de lui par miracle, quoi. Et il s'était complètement mis en travers sur la route. Donc lui, il tenait pas du tout la route, alors que ma C0 s'en sortait très bien. J'ai eu également dans une montée des voitures qui étaient bloquées dans la montée, et moi tranquillement, je passais. Pourquoi? Parce qu'en fait, une voiture électrique, certes, ça a un couple instantané et très, très puissant quand on appuie, mais par contre, c'est une voiture qui est d'une douceur extrême et très facile à doser avec l'accélérateur, ce qui fait qu'on peut vraiment rouler sur un filet sans aucun à-coup, avec une précision chirurgicale qui permet de se dégager de bien des situations. Et ça, c'est vraiment génial. La voiture électrique pour ça, pas seulement la C0, hein, qui tire encore plus son épingle du jeu, mais vraiment, les voitures électriques pour ça, c'est top. J'ai remarqué ça également avec la Tesla Model S, quand j'avais de la neige, j'étais revenu de Belgique sous la neige. Bon, 4 roues motrices plus la souplesse du moteur électrique, et j'ai pu rentrer de Belgique jusqu'à Senlis à l'époque, avec beaucoup de neige, sans pneus neige, et m'en sortir, quoi. Je me souviens de temps passé où je roulais en BMW série 5 sans aide à part l'ABS, j'avais pas d'anti-patinage, j'avais pas tout ça. Je peux vous dire que quand l'hiver était rude, j'étais pas fier au volant, hein, surtout quand j'en voyais qui partaient en sucette. D'ailleurs, ça m'est arrivé de faire la toupie avec ma BM un jour de neige à Montfermeil, sur le plateau là-haut, à un carrefour, sans forcer. La voiture est partie en sucette et j'ai fait un 360, mais complètement involontaire, à 5 km/h, quoi. Et là, je me suis dit, mince, je vais jamais réussir à rentrer chez moi. J'ai vraiment eu très très peur, quoi. Voilà. Là, j'aurais plein d'anecdotes comme ça à vous raconter en vous parlant un peu de mes anciennes voitures, parce que j'ai eu toutes sortes de voitures, des grosses bagnoles, des petites, des petits V6, des 6 cylindres en ligne. J'ai eu pas mal de bagnoles assez sympas, et je pense que ça pourra être intéressant de vous en parler dans une prochaine vidéo. Donc là, on arrive sur la fameuse partie autoroutière, donc où je vais faire à peu près 5-6 km sur autoroute. J'étais parti avec 38 km d'autonomie, ça fait un petit moment que je roule, et j'ai toujours 36 km d'autonomie, vous voyez. Donc en fait, l'autonomie baisse moins que ce qui est indiqué, hein. Moi, ce qui m'importe, c'est les petits carrés qu'on voit, je sais pas si on le verra à la caméra, mais les petits carrés qu'il y a sur la jauge à gauche. Pour l'instant, j'ai bouffé 3 carrés sur 15. Tant qu'il me reste la moitié, je sais que je peux rentrer, que je pourrais revenir. Alors une chose importante à savoir quand vous roulez en voiture électrique, c'est que l'autonomie à l'aller n'est pas forcément la même au retour. Pourquoi? Il y a différents facteurs. La topographie du terrain, si elle est en descente tout le long de votre trajet aller, et qu'elle monte forcément puisque vous revenez au retour, vous pouvez enlever facilement 30% d'autonomie à ce que vous avez pu faire à l'aller. Également, le vent est important. Si vous avez un vent de face au retour, vous ferez moins d'autonomie. Donc quand il vous reste 50% de batterie, ne croyez pas que vous pouvez rentrer. Malheureusement, tout dépend du sens du vent, s'il a été face à vous à l'aller ou s'il est face à vous au retour. Faites très attention à ça, parce que c'est des coups à se faire piéger. Voilà. Donc là, on peut voir, je roule à 90 km/h, et c'est une voiture qui est très silencieuse, étonnamment. Il n'y a pas de bruit de vent. Je trouve pas qu'il y ait de bruit d'air, en fait. Il n'y a pas de bruit de mobilier non plus. Pourtant, c'est une voiture qui a presque 10 ans. Moi, je trouve que pour une bagnole de cet âge-là, et qui n'est pas qualitative à la base, malgré son prix exorbitant à l'époque, parce qu'il la vendait 30 000 euros quand même, faut le savoir, une voiture comme ça, ils osaient vendre ça à 30 000 euros. Je trouve que c'est plutôt pas mal. En occasion, c'est une bonne bagnole à acheter. Moi, cette voiture-là, je l'ai achetée il y a 2 ans, je l'ai payée 4 950 euros. C'est plutôt une bonne affaire. Bon, elle avait des bornes, 68 000. C'est pas énorme pour une voiture, mais pour une voiture électrique, on peut se poser la question. Mais moins de 5 000 euros pour une petite C0 en parfait état de marche, et même
physiquement, quoi, au niveau carrosserie, elle est propre, elle est très très propre. Franchement, c'était plutôt une bonne affaire. On n'a jamais eu de problème avec en 2 ans de temps. C'est une voiture qui marche vraiment très très bien. Voilà, faut pas s'attendre à partir en vacances avec, ça c'est sûr. Bien que c'est une voiture qui se recharge très vite sur une borne CHAdeMO, puisque j'ai déjà fait le test, en 30 minutes on a le plein. Le problème c'est que faut avoir une borne CHAdeMO tous les 80 bornes en hiver et tous les 100-110 km en été. Ce qui n'est pas du tout le cas en France. Voilà. Donc, alors là, méfiance, on arrive dans la partie radarisée et limitée à 70. Alors moi, je suis ravi en C0 à 70 km/h, puisque c'est là qu'on a l'autonomie maximale. Voilà. Il y en a qui tracent, hein, ils ont vraiment pas peur. Hein. Parce qu'ici, en principe, il y a un radar, mais c'est un radar mobile. C'est-à-dire qu'ils ne le mettent pas tout le temps. On peut voir, il y a eu le panneau radar, mais là, en ce moment, il n'y est pas. Sauf que du jour au lendemain, il peut y être. Et environ 800 mètres plus loin, on a un radar mobile, mais qui ne bouge jamais. Donc vous savez, c'est les fameux gros radars qu'on pose par terre là. Sauf que celui-là, il y est en permanence et c'est celui-là qui arrête pas de flasher le soir. Enfin, à longueur de journée, mais le soir, on le voit bien flasher. Voilà. Donc là, par contre, je commence vraiment à bouffer de l'autonomie parce que je suis proche quand même de la moitié. J'ai 3 carrés au-dessus de la moitié. Ça veut dire que, comme je suis loin d'être arrivé, j'ai bien peur qu'en arrivant, je sois en dessous de la moitié, ce qui ne me permettrait pas de rentrer. Donc là, c'est vraiment... niveau autonomie, ça fait mal quand on met le chauffage. Hein. Alors oui, je suis bien dans ma voiture, j'ai pas froid... je suis à l'aise, tout, mais je suis pas à l'aise au niveau autonomie. Hein. C'est vrai que c'est une voiture qui fait un peu flipper quand on veut aller loin avec. Hein. C'est vraiment... faudrait couper le chauffage, quoi. Si je coupe le chauffage, alors là, je fais l'aller-retour sans me poser de questions. C'est vrai que l'été, c'est un régal. Cette voiture-là, elle consomme pas beaucoup en été. Hein. Mais l'hiver, c'est la catastrophe. Ma femme allait travailler avant avec la Peugeot Ion et elle faisait Montfermeil, Porte de Vanves tous les jours, aller-retour. Et en hiver, ça représente 74 km, hein, l'aller-retour. En hiver, elle revenait avec le dernier carré qui clignote. Et elle avait coupé le chauffage pour pouvoir rentrer. Donc c'est pour vous dire que vraiment l'autonomie est problématique sur ces petites voitures-là si vous faites plus de 50 km. En général, c'est rare qu'on fasse plus de 50 km pour aller travailler. Mais si c'est le cas, c'est pas la voiture idéale. Elle peut les faire, mais pas dans les conditions idéales. L'été, pas de problème. Printemps, été, automne, pas de problème, vous les ferez. En hiver, vous divisez l'autonomie presque par 2. Vous enlevez au moins 40% d'autonomie l'hiver. C'est horrible à dire. Hein. Pourtant, je suis convaincu par cette bagnole, j'en suis très content, mais je suis honnête, je suis transparent. Cette voiture que je possède, c'est la 3e que je possède. Les 3 ont eu le même problème. En hiver, très très peu d'autonomie quand on met le chauffage. Sur la Peugeot Ion, j'avais un petit avantage, c'est que j'avais le siège chauffant d'origine et du coup j'avais un peu moins à mettre le chauffage. C'est d'ailleurs pour ça que mon épouse coupait le chauffage au retour quand elle voyait qu'elle était un peu juste, parce qu'elle utilisait le siège chauffant et le siège chauffant permet quand même de pas trop avoir froid, même si c'est pas idéal, hein, mais ça permettait quand même de pas trop avoir froid. Un conseil que je donne aussi aux possesseurs de Peugeot Ion ou Citroën C0, c'est la petite molette de chauffage, vous la montez de 2 crans uniquement. Au-delà, vous consommez trop. 2 crans, vous n'avez pas froid dans la voiture et la consommation est raisonnable. Ensuite, si vous voulez pas trop avoir froid, là, moi j'avais mis sur le pare-brise. Hein. Là, je vais le mettre vers moi et au lieu de mettre en auto, je vais accélérer un tout petit peu le chauffage, très léger, avec la molette du milieu. Voilà. C'est une voiture qui a la clim. La clim fonctionne très bien. Quand j'ai eu la voiture, la climatisation avait une odeur. Et en fait, c'était le filtre de climatisation qui n'avait pas été changé. Alors, dans une vidéo que j'ai faite, on voit un tutoriel pour changer ce filtre. Il n'y a rien de plus facile. Il est placé derrière la boîte à gants. Il n'y a rien à démonter.
c'est des clips. Ça se démonte en 5 minutes chrono, vous allez changer votre filtre. Et c'est un filtre que j'avais acheté sur Oscaro à 9,90 €, quoi. Donc voilà, c'est vraiment... Ça va pas chercher bien loin. Donc là, on arrive à Porte des Lilas et il me reste 2 carrés au-dessus de la moitié. Sachant que là, j'ai plus que de la ville à faire. Et lui, j'aimerais bien qu'il démarre devant. Oh, tu dors? Sachant qu'il reste plus que de la ville à faire et que ça va descendre un petit peu, bon, ça devrait pas trop consommer, mais quand même, hein, on voit que niveau autonomie, on n'est pas à l'aise avec cette voiture. Hein. Je comprends pourquoi il y en a beaucoup qui la critiquent en disant ouais, mais c'est de la merde, on peut aller nulle part avec. Bah, ça dépend ce que vous faites avec, mais c'est vrai que même moi, qui fait 50 km par jour pour aller au travail, et ben même ça, et ben elle est un peu juste. Elle va les faire, mais à un moment donné, il faudra peut-être que je coupe le chauffage. Je verrai demain matin. Bon, j'ai amené mon chargeur et j'ai une prise au boulot, donc si je vois que je suis vraiment beaucoup en dessous de la moitié, en arrivant, je vais la brancher la voiture, puis c'est tout. Mais si j'ai plus de la moitié ou si je suis à la moitié, j'aurais pas spécialement besoin de la brancher, sachant qu'au retour, la partie autoroute que je fais est en descente. Là, la partie autoroute que j'ai fait était en montée. Hein. Donc au niveau de la consommation, il est clair qu'elle consomme plus en allant au travail qu'en revenant. Donc comme je vous disais tout à l'heure, comme je vous expliquais, les trajets aller et retour sont pas forcément les mêmes. Même si vous prenez les mêmes routes, il y a des parties qui sont en descente d'un côté et forcément là vous voyez je descends mais c'est de la ville, donc au retour je vais monter, mais pareil au retour c'est pas tout à fait le même chemin que je prends, parce que là je suis obligé de passer par la porte des Lilas, parce que à la porte de la Chapelle, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, bon là par contre sur les pavés c'est pas raide, on est super bien, mais alors elle fait du bruit, hein. Là c'est très bruyant et on entend des bruits de plastoc, hein. Là, enfin, c'est les porte-gobelets qui font ce bruit là, porte-gobelets qu'on a de chaque côté, voilà. Mais donc oui, donc je prends comme la porte de la Chapelle est fermée à la circulation dans le sens porte de la Chapelle gare du Nord, je peux pas passer par là, mais au retour je peux passer par porte de la Chapelle, récupérer le périph là-bas et me taper tout le périph quasiment jusqu'à porte de Bagnolet, une bonne partie de périph, et voilà. Donc je gagne du temps, mais c'est plus consommateur. Alors bon, on verra comment ça se passe. Pour l'instant, je suis toujours à 2 carrés au-dessus de la moitié. Par contre, étonnamment, elle m'indique 38 km d'autonomie restante, alors que c'est l'autonomie que j'avais au départ. Donc vous voyez que l'autonomie annoncée au départ est complètement fausse par rapport à ce qu'on peut réellement faire. Donc là, en fait, j'ai 38 km d'autonomie et j'en ai 25 pour revenir en réel. Donc en théorie, j'ai de quoi rentrer. Il n'y a pas de souci à se faire. Mais ça peut être anxiogène pour celui qui connaît pas bien le système, qui connaît pas bien la voiture et tout, voir que on a consommé la moitié du plein juste pour l'aller, on se dit au retour ça va complètement être juste, je vais arriver avec 0 quoi. Alors qu'en fait non, parce que vous allez moins consommer au retour. Ah, c'est vraiment une voiture sympa quand même. On va faire un petit démarrage au feu pour vous montrer un petit peu que c'est quand même une voiture qui est assez dynamique. Hop, vous voyez, hop, ça part. Alors c'est pas une Lamborghini, mais quand même, hein, on est vite de l'autre côté du carrefour, quoi. On sent que ça pousse. En plus, alors, il y a 2 versions différentes, et puis il y a des versions aussi qui ont été mises à jour. Donc il y a la version 16 kW et la version 14.5. La version 16 kW a un peu plus de puissance. Par contre, par exemple sur ma Peugeot Ion, qui était aussi de 2011, quand je l'ai emmené en révision chez Peugeot, ils m'ont fait une espèce de mise à jour dessus. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais la voiture, je trouvais qu'elle marchait moins bien après. Je trouvais qu'elle avait moins de puissance. Et j'ai fait avec, hein, elle marchait quand même. Mais je trouvais qu'elle avait moins de pêche. Quand j'ai acheté cette... c'est-à-dire, on a une garée là. Quand j'ai acheté cette C0, j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup plus de pêche que ma Peugeot Ion, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas fait cette mise à jour sur cette voiture.
Et comme je l'ai jamais emmené en révision chez Citroën ou chez Peugeot, cette voiture-là, ça sert à rien, ils te prennent 240 balles pour changer le lave-glace. C'est bon, merci. Je vérifie moi-même mes niveaux, ma pression des pneus. Il faut savoir aussi que dans le coffre, il y a un bocal de liquide de refroidissement du moteur électrique qu'il faut vérifier de temps en temps. Moi, c'est fait, j'ai regardé, tout est OK. Mais dans le coffre, vous avez une protection en moquette, en dessous, vous avez une protection en mousse, et en dessous, vous avez une protection en métal. Vous avez 4 vis à enlever, et là, vous avez un bocal de liquide de refroidissement. Et donc, il faut bien vérifier de temps en temps si le niveau est bon, parce que sinon, vous pouvez niquer votre moteur électrique. Ça, c'est à savoir. Hein. Donc là, on arrive au but de Chaumont. Alors, dans ma dernière vidéo, j'avais dit qu'il n'y avait pas trop de contrôle de police en ce moment. La preuve, c'est que j'avais fait mon trajet sans aucun contrôle. Et en fait, j'avais parlé un peu vite. Parce qu'hier, figurez-vous que je me suis tapé un contrôle de police avec la Smart. Bon, ça s'est super bien passé, puisque de toute façon, j'ai parfaitement le droit de circuler avec mon attestation. Et ils ont été très cool, pas de problème. C'était convivial. Ça a duré 30 secondes. Ils ont à peine vérifié les papiers de la bagnole, parce que voilà, ça s'est très bien passé. Mais voilà, il y a quand même des contrôles, donc n'oubliez pas de sortir avec votre attestation. On n'est pas à l'abri de se faire avoir si on n'a pas ce qu'il faut sur nous. Il me reste un carré au-dessus du plein. Et je suis presque arrivé à Gare du Nord, hein. Je suis pas très très loin. Là, on est je crois que c'est les buts de Chaumont ici, un truc comme ça s'appelait, je sais plus. Je suis pas parisien pur souche, hein. Moi je suis un banlieusard. Donc moi à Paris, j'y vais que pour aller travailler. C'est vraiment purement alimentaire d'aller dans Paris. Je n'aime pas du tout. J'aime pas du tout aller dans cette ville. Avant, j'aimais beaucoup y aller. J'allais souvent me balader du côté du Trocadéro, la Tour Eiffel, le soir comme ça. Mais maintenant, ils ont mis des rues piétonnes partout, des zones 30, on peut plus rouler dans Paris. C'est devenu très désagréable. Et du coup, ça donne plus envie d'y aller. C'est dommage parce que c'est une très belle ville. Mais c'est devenu tellement infernal de rouler dans cette ville. La journée, on oublie. Hein. Mais moi, j'y allais le soir ou le matin de bonne heure. Un dimanche matin, par exemple, c'est agréable de rouler dans Paris. Sauf que maintenant, il y a tellement de restrictions que ça donne plus envie d'y aller, quoi. Donc j'y vais que pour aller au travail. Et même pour aller au travail, c'est pénible parce que il y a plein de routes qui sont à sens unique, qui sont devenues piétonnes, réservées aux vélos. Moi, j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre ma voiture. Mes horaires me permettent pas de prendre les transports. Et c'est vraiment pénible. Je travaille à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, donc quand je pars à 4h du matin travailler, à 4h30, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus pour m'emmener à la gare. Vous allez avoir des trains, mais je fais comment pour aller à la gare chercher mon train? Je suis bien obligé de prendre la voiture. Et si je veux prendre mon train à la gare, par exemple, de Chelles, on va dire, on peut pas se garer. Tout est payant, tout est zone bleue, c'est infernal. C'est infernal. Prendre la voiture aujourd'hui, c'est devenu un cauchemar, là où avant c'était un pur plaisir. L'avantage, avec une voiture électrique, quand vous allez bosser dans Paris, c'est quand même que vous avez stationnement gratuit. Hein. Il faut en faire la demande, bien sûr, ça se fait pas comme ça. Mais vous faites une demande auprès des services alors, c'est un service des particulier, je sais plus le nom que ça a, qui s'occupe donc de vous procurer une attestation comme quoi vous avez le droit de vous stationner gratuitement dans Paris. En fait, votre voiture, elle est enregistrée en préfecture comme véhicule non polluant ou peu polluant, on va dire. Ils appellent ça zéro émission. On sait très bien qu'une voiture électrique, c'est pas vraiment zéro émission. C'est zéro émission là où elle roule, mais il y a des émissions de CO2 de par la fabrication de l'électricité. Ça, il faut pas se mentir. Mais voilà, donc vous avez le droit à une autorisation de stationnement gratuit dans Paris. Et c'est quand même un gros avantage parce que le stationnement dans Paris, c'est quand même hors de prix, quoi. C'est à certains endroits, mais c'est affolant, quoi. Hein, que l'économie qu'on fait
en prix de stationnement et en carburant, ça paye la bagnole quasiment intégralement, quoi. C'est de la folie, hein. Alors aussi, ce qu'il faut savoir sur une C0, j'en ai pas parlé, mais sur une C0, il n'y a pas de location de batterie. Alors ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que vous payez rien que l'électricité pour rouler. L'inconvénient, c'est qu'on n'avait pas de garantie sur la batterie. Donc si vous achetez, comme moi, une C0 un peu âgée, vous n'êtes pas sûr que votre batterie va durer la durée de vie de la voiture, en tout cas de ce que vous espéreriez avoir. Voilà. Là, vous voyez, je suis quasiment arrivé à Gare du Nord. J'ai un carré au-dessus du demi-plein. Ça veut dire que je peux rentrer. Mais vous voyez la comparaison avec la Smart? Avec la Smart, j'avais bouffé 22% d'énergie pour faire exactement le même trajet, dans les mêmes conditions, avec le chauffage, en roulant exactement pareil et en prenant exactement la même route, 22% d'énergie. Avec la C0, j'ai bouffé 48% d'énergie. C'est énorme la différence. C'est-à-dire que par rapport à la Smart, j'ai presque 2 fois plus d'autonomie avec la Smart qu'avec la C0. En tout cas, un bon 35% de plus d'autonomie par rapport à la C0. C'est gigantesque comme différence. Alors, vous allez me dire, la Smart est encore plus légère, c'est qu'une 2 places, et la batterie sur une Smart, c'est 17,5 kWh, ce qui fait 1 kWh de plus que sur la C0, mais ça ne justifie pas une telle différence. C'est en fait ce qui est tout simplement le talon d'Achille de la C0, c'est son chauffage, qui est énormément énergivore. Voilà les amis, je suis presque arrivé. Je ne vais pas pouvoir filmer plus loin, comme je vous ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. On va arriver dans des lieux interdits de tournage, sans autorisation. Donc je ne filmerai pas plus loin que l'entrée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce nouveau format vous plaît. Ma vie, alors c'est pas ma vie en VE, c'est tranche de VE. Pas tranche de vie, hein, tranche de VE, le i est enlevé exprès. Hein, c'est comme le deuxième accent d'électron libre, hein, c'est volontaire, pour ceux qui se posent la question. Voilà. Et bien les amis, je suis arrivé. Je vous souhaite bon courage pour cette fin de confinement qui, j'espère, va se terminer bientôt. Et surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à bientôt les amis. Salut à tous. Et alors, je vais vous montrer juste un truc. Vous voyez, j'ai juste un carré au-dessus de la moitié. Ça m'indique 54 km d'autonomie parce que là j'ai coupé le chauffage, donc largement de quoi rentrer, hein. Bon, ça ferait 100 bornes d'autonomie aller-retour si on dans ces conditions là, mais en fait c'est faux. Sans chauffage peut-être éventuellement, enfin bref. Par contre, eh bien figurez-vous que la prise au boulot ne marche pas, ils l'ont déconnectée, elle est toujours là la prise mais elle est plus alimentée, donc heureusement que j'ai un carré au-dessus de la moitié, sinon demain je rentrais sans chauffage. Voilà. Donc j'ai tout juste de quoi rentrer, mais ça va le faire, faut pas faire le con quand même, hein. Voilà. Allez.